Bonjour, aujourd'hui je vais parler de comment surmonter un traumatisme sans reconnaître ses causes. Est-ce qu'il faut forcément creuser dans ses souvenirs, retrouver la conscience de son vécu pour pouvoir guérir? Quelle aide psychologique est utile pour dépasser ces troubles éventuels? Et si on n'identifie pas les événements déclencheurs, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ses blessures? Tout ça, c'est des tas de questions sur les traumatismes qui sont bien prises de tête, mais qui intéressent quand même pas mal de monde. En tout cas, si j'en crois les gens que je reçois chez moi dans mon cabinet, je rencontre des tas d'adultes notamment des parents, puisque j'accompagne beaucoup de parents, qui veulent souvent changer leur propre comportement et qui leur attribuent une cause dans l'enfance. Et ils ont essayé de trouver un traumatisme qui peut expliquer leurs difficultés relationnelles ou émotionnelles sans y parvenir. Parfois, ils ont identifié des causes, mais ça n'a pas suffi à les aider à changer. Souvent aussi, il arrive qu'eux n'ont pas forcément de difficultés, de troubles, mais que leurs enfants ont des comportements difficiles et alors ils se demandent si eux-mêmes n'ont pas causé un traumatisme psychologique à leurs enfants sans s'en rendre compte, sans savoir très bien où et comment. Et ils voudraient aider leur enfant à surmonter un éventuel traumatisme sans savoir l'identifier. Donc, mieux comprendre comment on peut surmonter un traumatisme, même si on n'a pas identifié sa cause, ça m'a semblé être un sujet important, intéressant pour le traiter dans une vidéo. Donc c'est parti, on va parler de traumatisme aujourd'hui, ou absence de traumatisme identifié en tout cas, et surtout de comment on peut surmonter un traumatisme quand on ne l'a pas identifié. Alors avant de poursuivre, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine Donzel, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'aime bien dire que mon métier, c'est justement décoinceuse de problèmes émotionnels et relationnels. Plus concrètement, je suis thérapeute stratégique. Et mon travail, il consiste à identifier les expériences émotionnelles correctrices dont vous auriez besoin pour changer concrètement, rapidement et durablement. C'est bien de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je suis aussi conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est et de cette chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et sur ces deux supports, j'essaye de transmettre un peu ce regard stratégique et ces expériences émotionnelles correctrices en vous amenant à voir des situations sous un angle différent, par l'autre bout de la lorgnette, comme je le dis souvent. Donc c'est vrai qu'en cas de stress excessif, de difficulté à gérer ses émotions, à communiquer, l'idée généralement admise, c'est qu'on aurait vécu un traumatisme dans l'enfance, qui causerait ces troubles. Et cette idée, qui sous-tend, soit dit en passant, l'approche psychanalytique, voudrait aussi que la découverte de ce ou de ces traumatismes initiaux soit la seule manière d'accéder à une guérison complète et durable. Mais en fait, la réalité est assez différente de ce point de vue, et en tout cas, c'est ce que semblent nous montrer les travaux récents sur les émotions, c'est-à-dire qu'on peut très bien résoudre ces problèmes émotionnels, relationnels, sans chercher forcément des causes dans le passé. Alors c'est d'autant plus utile de savoir ça que souvent, cette recherche de cause, elle est longue, infructueuse, et qu'on ne sait pas très bien identifier ces causes. Donc j'espère que cette vidéo va à la fois soulager ceux et celles qui cherchent en vain des causes à leurs difficultés, peut-être vous réconcilier avec vos parents si vous pensez qu'ils sont responsables de vos traumatismes et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est pas sûr, ça j'ai bien dit peut-être, mais j'espère aussi que si vous êtes parent, ça va vous détendre un peu la grappe si vous avez peur de traumatiser vos enfants sans le savoir. Bon, allez, je rentre quand même dans le vif du sujet cette fois-ci. Le premier point, extrêmement important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir été traumatisé pour se conduire comme si on l'avait été et pour croire qu'on l'a été. On peut paniquer sans jamais avoir été vraiment effrayé ou stressé outre mesure par quelque chose qui nous faisait peur. On peut avoir peur de l'abandon ou du rejet sans jamais avoir été rejeté ou abandonné dans sa vie. On peut être perpétuellement en colère sans jamais avoir vécu d'injustice fondamentale. Pour installer un comportement rigide comme cela,
Il suffit, la plupart du temps, d'agir comme si on avait été traumatisé et de réitérer ce comportement suffisamment souvent. Ça arrive très souvent. On va réagir spontanément à une situation sans y réfléchir, sans forcément avoir vécu une émotion très forte. Par exemple, on est inquiet que voilà, on a quelqu'un qu'on aime bien, on est inquiet que cette personne, nous quitte, nous manque et on va lui demander de nous rassurer. Voilà, on a installé un comportement où on agit comme si on avait peur de l'abandon. On va se taire au lieu de poser des limites à la personne qui nous crie dessus, par exemple. Ça arrive, ça peut être une conduite adéquate, mais voilà, on se conduit comme si on avait peur du rejet. On va se rebeller contre quelque chose, on va le dire haut et fort, et puis on se conduit comme si vraiment on avait une blessure d'injustice. Et en fait, on produit ce comportement une fois, puis on le refait, puis on le refait, puis on le refait. Et petit à petit s'installe l'idée dans notre tête, quelque part, plus ou moins inconsciemment, que ce comportement a l'air plutôt fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel? Ça ne nous coûte pas trop d'énergie et ça a plutôt des effets positifs. On a la paix, on se sent mieux, on se sent soulagé, en tout cas sur le moment, à court terme. Et donc ces effets positifs, ils vont renforcer le comportement. On est en train de faire un apprentissage. Ce comportement a l'air de plutôt bien fonctionner et petit à petit, le comportement s'installe, une habitude s'installe, le comportement devient de plus en plus automatique. Et donc c'est une habitude, entre guillemets, sans cause réelle et sérieuse, mais qui va s'ancrer de plus en plus profondément et devenir de plus en plus automatique jusqu'à devenir un peu incontournable. Mais là, il y a un effet un peu paradoxal qui s'installe. Parce que quelque part, puisque ça marche, en tout cas, ça a des effets positifs. Pourquoi est-ce qu'on ferait autrement? Tiens, ça me fait penser que dans un autre article, un prochain article à venir, j'ai bien envie de vous parler des 8 tendances à l'action associées aux émotions, parce qu'on a souvent tendance à parler des 3 tendances à l'action principales, qui sont fuir, éviter, ça en fait une, agresser, ou se figer. Mais en réalité, il y en a plus que ça, et ça peut aussi vous aider à mieux comprendre vos propres réactions ou celles de vos enfants. Soit dit en passant, si vous ne voulez pas rater ce prochain article, je ne sais pas encore quand il sera publié, je vous conseille de vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description de la vidéo. Les inconvénients de l'habitude, alors je reviens à mon sujet, donc l'habitude, elle a des inconvénients sur notre fonctionnement psychologique. L'habitude, c'est un avantage pour nous faire gagner du temps. On réagit plus vite, puisque c'est automatique, et on consomme moins d'énergie mentale. Donc on gagne du temps et de l'énergie quand on a une habitude. Donc notre cerveau a tendance à vouloir trouver des habitudes à répéter parce qu'il préfère s'économiser. Mais l'habitude a donc des inconvénients que je vais vous décrire maintenant. Notre cerveau, une partie plutôt inconsciente, a tendance à nous faire confiance à nous-mêmes. Plus vraisemblablement, plus précisément, en fait, notre cerveau, il va essayer de chercher à préserver une image de nous-mêmes, une certaine unité et une certaine confiance ou estime de nous. Donc, c'est un peu comme si notre cerveau, quand on répète un comportement, se mettait à penser, en fait, si on répète avec autant de constance la même action, c'est probablement que c'est la bonne chose à faire et que donc on a de bonnes raisons de faire comme ça, même si on ne connaît pas ces raisons. Donc, logiquement, s'il y a de bonnes raisons d'agir de cette façon-là, même si on ne connaît pas ces raisons, ça implique que possiblement agir autrement serait risqué ou au moins, en tout cas, beaucoup moins avantageux. Donc, voilà, probablement, quelque chose s'installe comme ça de si on se conduit comme ça, c'est que comme ça qu'il faut faire. C'est que c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est à peu près comme ça que notre cerveau raisonne ou fonctionne. Mais, étape d'après, s'il y a risque ou inconvénient, il serait intéressant d'avoir un signal d'alarme pour nous signaler les situations concernées pour qu'on puisse vite avoir recours à la stratégie qui fonctionne. Et ce signal, c'est l'émotion, le stress, la peur, la colère, selon la situation. Ce qui veut dire aussi, là je fais un petit aparté à nouveau, que associer émotion et besoin, et dire qu'une émotion c'est forcément un besoin à satisfaire, c'est pas forcément juste. On peut avoir un besoin qui a été créé de toutes pièces par l'habitude. C'est pas parce qu'on avait un besoin qu'on s'est mis à faire ça, c'est parce qu'on s'est mis à faire ça qu'on a un besoin. Donc là, plus on va chercher à satisfaire un besoin qui n'existe pas, plus on va renforcer l'habitude sans jamais arriver à assouvir suffisamment son besoin, et c'est le serpent qui se mord la queue.
Donc ici, j'attire votre attention sur le fait que c'est le « sans jamais parvenir à assouvir suffisamment son besoin » qui signale qu'on est en train de se fourvoyer. Bref, je reviens après ce 30 millième aparté, j'ai l'habitude que ça parte dans tous les sens, et vous aussi si vous me suivez depuis longtemps, mais donc je reviens à mon sujet sur les traumatismes qui n'existent pas, entre guillemets, ou qui ne sont pas identifiables. Donc, d'une certaine manière, on agit sans savoir pourquoi. Ça s'est fait comme ça par hasard. Soit dit en passant, c'est très souvent le cas chez les jeunes enfants, puisque, en fait, ils semblent un peu expérimenter des réponses aléatoires face aux problèmes qu'ils rencontrent, et ça leur permet de temps en temps de tomber sur une conduite, sur un comportement qui fonctionne très bien. Donc, c'est une manière d'innover et d'apprendre. Mais puisque on agit comme ça, donc là, je récapitule ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a peut-être un pourquoi qui justifie cette manière de faire, donc des risques à faire autrement. Alors, puisqu'il y a des risques, mieux vaut en être prévenu, paf, je ressens une émotion. Un signal d'alarme pour nous avertir du danger, des risques pas clairement identifiés. Et vous allez voir que ça, c'est très important, un danger pas clairement identifié, pas clairement élucidé, mais qui est supposé exister. Donc c'est ici que le piège commence à se refermer. Puisque, à l'inverse, s'il y a un signal d'alarme, c'est qu'il y a risque. S'il y a risque, hop, je reproduis le comportement qui minimise, soi-disant, ces risques. La boucle est bouclée. On commence à avoir le signal émotionnel, on a peur du conflit, on a peur de l'abandon, sans jamais l'avoir vécu, simplement parce qu'on a agi comme si on avait peur. On est des écorchés vifs, sans jamais avoir vécu d'injustice réelle et sérieuse, en tout cas dans l'enfance, simplement parce qu'on a agi comme si c'était très important à plusieurs reprises de rectifier la situation. C'est pour ça que je dis parfois, on peut avoir l'air d'avoir été traumatisé sans jamais l'avoir été. Bon, mais alors ça pose effectivement une question primordiale. Comment est-ce qu'on se sort d'un traumatisme psychologique passé qui n'existe peut-être pas? Donc je vous propose une approche en 3 étapes. Donc c'est évidemment ce type d'approche que je pratique dans mes accompagnements, donc là je vous en fais un très très résumé, c'est un peu plus subtil que ça, mais quand même ça peut vous donner des pistes. Donc évidemment vous avez compris que dans ce genre de cas, les thérapies orientées sur le passé, sur la recherche des causes, elles peuvent durer très longtemps parce que on va pas forcément trouver de cause, il n'y a pas de traumatisme initial qui existe. Donc autant chercher une aiguille dans une botte de foin, vous avez bien compris. Et quand bien même il y aurait un traumatisme, en fait, la découverte du traumatisme ne garantit pas qu'on va pouvoir changer ses actes, parce que comprendre ne suffit pas à changer une habitude qui est fortement ancrée. C'est pas parce que, parallèle peut-être un peu bizarre, mais c'est pas parce que vous avez compris que la cigarette c'est mauvais à la santé que vous arrivez à arrêter de fumer. Donc concrètement, voilà comment on peut faire. Première étape, on va identifier les situations qui déclenchent le signal d'alarme. Donc le signal d'alarme, c'est la peur, la colère, la tristesse, c'est-à-dire l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on commence par identifier ces situations qui déclenchent le signal d'alarme? Ça va nous permettre d'aller chercher les risques possibles qu'on perçoit dans cette situation pour pouvoir, dans un deuxième temps, les évaluer. Donc il s'agit ici de bien lister tous les risques possibles et imaginables qui vous viennent en tête, même si, dès que vous les avez écrits, ils vous paraissent absurdes, parce que, justement, ce travail de les lister et de voir que certains sont absurdes, certains sont ridicules, est extrêmement important. Ça va vous redonner de la conscience. C'est-à-dire, je ne fuis pas devant un truc, je ne sais pas trop ce que c'est, je fuis, je sais ce que je fuis si je décide de fuir. Donc ça vous redonne de la conscience et du pouvoir d'action. Donc certains risques vont vous sembler absurdes et ridicules, et ça va vous être très facile de dire non, en fait, là je cours pas de risque, donc je peux changer mon comportement sans problème. Pour d'autres risques, le coût à payer va vous sembler peut-être, le coût à payer à, par exemple, éviter, à vous conduire de l'ancienne manière va peut-être vous paraître trop important par rapport à la gravité du risque pris. Et inversement, peut-être que des fois, vous choisirez de continuer à garder votre ancienne habitude parce que dans certaines situations, elle est adaptée. Donc ce travail sur les risques, il est vraiment primordial parce que c'est la première étape du changement. Je le redis parce que, en fait, quand on a une habitude qui s'est installée, notamment une habitude d'évitement ou d'affrontement, on ne se pose plus la question de la réalité, de la probabilité ou même de l'importance des risques.
C'est-à-dire, est-ce que c'est un risque imaginaire, complètement imaginaire ou un risque bien réel? Est-ce que c'est un risque peu probable ou un risque probable? Est-ce que c'est un risque léger ou un risque grave? On est passé en mode pilotage automatique, il y a un risque et on réagit de manière indifférenciée, que le risque soit petit, grand, etc., etc. Donc, avec ce travail sur les risques, on remet de la conscience qui permet de moins subir nos propres réactions. On commence à voir où on peut changer, même si c'est un petit changement. Souvent, c'est à ce stade que les personnes réellement traumatisées commencent à associer des situations qu'elles ont vécues par le passé aux risques qu'elles anticipent sur le moment. Et alors, à ce moment-là, on doit mettre des mots sur ce qui a été vécu, ce qui va permettre le passage à l'étape 2 quand il y a eu traumatisme réellement vécu, réellement identifié. Les mots sont quand même nécessaires à ce moment-là pour pouvoir apporter, pour pouvoir passer au changement concret et pour pouvoir quand même apporter une sécurisation et comment je pourrais dire ça, une réparation au moins psychologique. Bon. Donc après, on passe à l'étape 2. Après avoir travaillé sur les risques, on va identifier les comportements et stratégies associés aux situations. C'est-à-dire, en quoi consiste votre habitude? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Ou qu'est-ce que vous évitez de faire ou de dire? Qu'est-ce que vous pensez? Sur quoi vous concentrez votre attention? Est-ce que c'est à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi? Est-ce que c'est sur le passé? Est-ce que c'est sur le futur? Etc. Et ce comportement, il est motivé par l'émotion. Mais l'émotion, elle est aussi générée par les comportements. Donc, en agissant sur les comportements, on va modifier l'émotion. C'est plus facile que de changer l'émotion. Et donc, si on change l'émotion, on change aussi la perception de la situation, on installe de nouvelles habitudes et on crée un cercle vertueux là où on avait un cercle vicieux. Autrement dit, je vais éteindre le signal d'alarme et je vais voir ce que je peux faire de différent. Ou plutôt, je fais quelque chose de différent et ça éteint mon signal d'alarme. Bref, l'identification de ces comportements associés, elle va permettre de passer à l'étape suivante où on va mettre en œuvre ce changement très concrètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre ce changement très concrètement? Donc, on agit sur les comportements non pas juste en s'empêchant de faire quelque chose, parce que c'est impossible de s'empêcher de faire quelque chose, en tout cas c'est extrêmement difficile, donc on va plutôt s'exercer à agir de manière radicalement différente. Attention, c'est pas parce que agir de manière radicalement différente c'est la bonne manière de faire, c'est juste parce que ça vous empêche de produire votre habitude passée. Par exemple, on va faire autre chose qu'éviter si on évitait, on va plutôt se taire si on parlait, ou on va plutôt parler si on se taisait. Bon, mes exemples sont un peu caricaturaux, mais je pense que vous aurez compris l'idée. D'ailleurs, concernant la colère, qui est souvent une émotion où on croit qu'il faut absolument dire, exprimer ses besoins, poser ses limites, j'avais donné un exemple très concret d'un exercice qui pouvait aider à arrêter de dire ou à limiter et qui soignait très bien la colère, l'emballement de la colère en tout cas, dans un article qui s'appelait « Burnout, vous êtes sûr ?» ou quelque chose comme ça. Donc le lien sera en description de la vidéo. C'est assez contre-intuitif, donc je vous invite vraiment à lire l'article, mais c'est très efficace. Donc, si vous vous en sentez capable, le changement de posture peut être tout à fait radical et tout de suite s'incarner dans les actes. Mais on peut aussi, et souvent c'est ce qu'on fait, passer par des changements un petit peu plus subtils ou des petites stratégies à peine perceptibles qui vont limiter les risques perçus et qui vont vous aider. Donc par exemple, mais qui commencent à amorcer un changement. Donc par exemple, on va lever les yeux et regarder la personne au lieu de les baisser. On va tourner son attention vers l'extérieur au lieu de l'intérieur, c'est-à-dire au lieu d'être centré sur ses pensées, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, c'est horrible et tout. On va plutôt se dire, tiens, quelle couleur est la chemise de la personne qui me parle, etc., etc. Donc ici, c'est parfois utile de faire appel à un thérapeute orienté changement, comme moi par exemple, plutôt qu'un thérapeute orienté recherche des causes, parce qu'un thérapeute orienté changement, il va vous aider à mettre en place concrètement, à identifier et à mettre en place concrètement ces changements comportementaux. Changer un comportement porté par une habitude qui est très installée, ça demande souvent un peu de stratégie, parce qu'on va faire le changement à l'insu de notre plein gré, un peu en passant sous les radars de notre cerveau, parce que si on le fait de manière trop consciente, ça peut ne pas marcher, d'où l'intérêt d'avoir une approche un peu stratégique, sinon notre cerveau, il va lutter contre ça, parce que ça lui paraît pas cohérent et il comprend pas pourquoi on veut y aller. Donc, ça, c'est mon travail de thérapeute stratégique, justement, ça consiste à identifier et à vous aider à vous faire vivre les expériences émotionnelles correctrices qui vont aider le changement de comportement à s'installer de manière très concrète et très durable.
J'ai parlé d'ailleurs de ces expériences émotionnelles correctrices dans l'article, thérapie brève stratégique, à Aix-les-Bains, quelque chose comme ça. Donc là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment on peut agir comme si on était traumatisé sans jamais l'avoir été et vous avoir aussi donné des pistes pour agir, pour changer de manière très concrète, que vous ayez identifié un traumatisme ou pas. Alors on est d'accord que quand il y a un traumatisme réel et plus le traumatisme est important, plus ce changement va se faire de manière très progressive, très subtile, petit à petit. Au passage, et en guise de conclusion, si vous êtes parent, je vous invite à bien garder ce mécanisme que j'ai décrit là en tête pour vous en rappeler la prochaine fois que vous vous demanderez si vous n'avez pas traumatisé votre enfant. Vous ne l'avez probablement pas fait. Si vous étiez vraiment maltraitant, vous le sauriez, donc vous n'avez probablement pas maltraité votre enfant. Évidemment, si vous vous sentez bloqué dans la mise en place d'un changement, que vous aimeriez réguler vos émotions de façon plus satisfaisante, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour un accompagnement. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Que dire d'autre ? Eh bien, tout simplement que si cette vidéo vous a été utile et que vous appréciez mes contenus d'une manière générale, vous pouvez contribuer à les faire connaître au plus grand nombre si vous pensez qu'ils sont utiles. Et bien, tout simplement en commentant, en likant, en partageant sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, j'en ai déjà parlé, pour ne plus rien rater de mes prochains contenus ou même de mes prochaines conférences et interventions. Je me déplace un peu partout en France, donc peut-être bientôt à côté de chez vous. Allez, une dernière chose, si vous avez envie de me soumettre un thème pour une prochaine vidéo, que ce soit un thème sur la psychologie, sur l'éducation, sur la relation aux enfants, sur le couple ou tout autre sujet qui touche aux émotions ou aux relations, eh ben, n'hésitez pas à me le soumettre, à me le faire savoir, soit en commentaire de la vidéo ou de l'article sur le blog, soit tout simplement en m'envoyant un mail à l'adresse sandrine@escomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.